Estelle Blechner, bonjour. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. merci à vous. Donc vous, je rappelle que vous êtes vice-présidente des ressources humaines chez Shiseido Group. Europe, Afrique, Europe, Moyen-Orient. Afrique, Moyen-Orient. Absolument. Alors dites-moi, pour vous, quelle est votre définition du mot pouvoir? Parce que bien évidemment, à ce poste-là, à ce niveau de responsabilité, ça ne s'improvise pas. Donc quel est pour Estelle Blechner le mot pouvoir? Alors le pouvoir pour moi c'est très simple, c'est la capacité d'agir sur le réel, la capacité de changer les choses du quotidien, dans l'entreprise, dans la vie politique si on le peut. Est-ce que cette capacité d'agir, elle se traduit différemment pour vous dans votre espace personnel que professionnel? Non, c'est strictement la même chose. C'est la capacité Ah, à ok. faire des choix et à les assumer et à les mettre en œuvre. Faire des choix, ça veut dire décider si on préfère recruter X ou Y sur un poste. Quand je dis X ou Y, ça peut être donc Oui, un homme ou oui. une femme, par exemple. Ça peut être de faire des choix en matière d'organisation. Ça peut être de faire des choix dans la vie personnelle aussi, plutôt d'aller travailler dans telle entreprise ou plutôt telle autre. Et puis après, dans la vie familiale, avec des choix aussi à opérer tous les jours. Nous, les femmes, avons beaucoup de choix à opérer et donc c'est ça la capacité à agir sur le réel, c'est des choix qu'on met en œuvre. Et en même temps Est-ce que vous diriez que cette capacité à agir sur le réel, elle se traduit différemment pour les hommes que pour les femmes? Je ne crois pas que ça se traduise Non. différemment. Je crois que les hommes et les femmes ont un exercice du pouvoir, entre guillemets, qui est à peu près identique. En revanche, c'est vrai que c'est la manière d'exercer le pouvoir qui n'est pas forcément toujours la même. Les femmes sont, et je le constate notamment dans la vie professionnelle, peut-être un peu moins directives. Elles s'entourent plus d'avis avant de prendre une décision. Je trouve que les femmes donnent beaucoup de feedback. D'accord. À leurs collaborateurs, dans l'entreprise en général. Je suis nouvelle dans ce poste. Je reçois beaucoup plus de feedback des femmes que des hommes sur le lieu où on a déménagé, sur la manière dont les bureaux sont installés, sur leurs besoins en formation, sur comment leurs équipes ont vécu cette période de transformation de l'entreprise. Et il est plus aussi direct. Non, pas forcément toujours anticipé ou réfléchi. Il est très Spontané. authentique, spontané, parfois intéressant. très enthousiaste. Oui. L'enthousiasme est aussi sans doute un élément que je retrouve plus généralement chez une femme. On entend souvent dire, alors ça permet d'aller sur finalement la notion du sacrifice. Où on dit que les femmes qui ont réussi, elles ont dû sacrifier quelque chose. En fait, par rapport à votre témoignage, pas plus que les hommes en fait. Alors si, quand même. Si. Un peu plus que les hommes. Parce que là, du coup, après, on se situe plutôt dans la sphère privée. Donc, effectivement, quand même, il reste une responsabilité, notamment pour les femmes quand elles deviennent mères, qui est plus importante dans le regard des autres que celle qu'un homme peut avoir. Donc oui, j'ai sacrifié forcément beaucoup de choses. Du temps passé avec mes enfants, un regard assez culpabilisant de la société, de la famille, sur le fait que j'étais pas forcément toujours là au bon moment, que je voyageais trop, que je travaillais trop. Jamais donc j'ai sacrifié, disponible voilà, ouais, ça aussi c'est l'image de soi-même. Je ne sais pas si c'est une forme de sacrifice, mais ça a été difficile à un certain moment de ma vie à assumer. Et donc après, j'ai fait les choix. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où j'ai arrêté de travailler, moi. J'ai arrêté pendant 18 mois. D'accord. Voilà. Ok. Donc je ne dirais pas que c'était un énorme sacrifice. J'ai fait ce choix. Ça nous ramène à la définition du pouvoir. D'arrêter de travailler, de m'occuper de mes enfants, de faire autre chose dans ma vie personnelle, de prendre des cours d'histoire de l'art par exemple. J'ai quand même, entre guillemets, sacrifié une progression qui était très linéaire dans le groupe que j'avais intégré. Donc, ouais. Et j'ai vécu beaucoup oui. d'incompréhension Bah, oui. autour de ça. Ce que je vois vraiment progresser de manière extrêmement positive, c'est que ça, c'était il y a 10-15 ans pour moi.
et que ça progresse très dans le bon sens, vraiment, ça progresse dans le bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis la première à recevoir des jeunes femmes dans mon bureau à 30-32 ans qui me disent « Ok, ça fait 5 ans que tu m'as recrutée, je suis dans l'entreprise, je m'amuse beaucoup, j'aimerais faire ça demain, mais attendons un an parce que je vais peut-être faire un enfant. » Et donc moi, j'essaye au quotidien de leur dire « Ne fais pas ce sacrifice. » Là où c'était avant un peu noir ou blanc, où tu t'investis dans ta vie professionnelle, où tu t'occupes de tes enfants, ça pouvait être un peu binaire. Je trouve qu'aujourd'hui, on progresse assez bien, assez vite sur ces sujets-là, avec des jeunes femmes à qui il faut rappeler en permanence que c'est possible de faire les choses ensemble et plus de manière séquentielle. Je ne me mets pas en auto-freinage sur ma carrière dès que j'imagine avoir un enfant, parce qu'en plus on ne sait même pas combien de temps ça va prendre. Donc surtout pas, surtout pas, on y va. Et moi, on va gérer au fur et à mesure. Exactement. En fait. J'incite les collaboratrices à faire ça et en tant que DRH, je mets en place des actions pour éviter qu'elles se mettent en autofreinage, pour continuer à faire des promotions, y compris pour des femmes enceintes. Ça m'est même arrivé de recruter une femme enceinte, parce que c'était elle que j'avais choisie et que je voulais qu'on l'attende. C'est pas impossible. Et donc ça, c'est des sujets, c'est un peu nouveau quand même. Ça fait 10 ans que ça progresse dans le bon sens, et plus les années passent, et ce forum en est un exemple vraiment majeur, on voit bien que les hommes s'engagent, les CEO s'engagent, qu'ils soient hommes ou femmes, les femmes prennent conscience qu'il s'agit de ne pas se mettre en autofreinage, et c'est la répétition qui fixe la notion. C'est à force de dire, d'expliquer, de mettre en place des garde-fous dans l'entreprise pour éviter de perdre ces femmes qu'on arrive à le faire. J'ai une expérience particulièrement riche en Asie et notamment au Japon. D'accord. Quand j'étais DRH de Chaumet, il y a plus de 10 ans, les salariés, les vendeuses de joaillerie qui étaient dans nos boutiques partaient en congé mat et ne revenaient jamais. Aujourd'hui, chez Shiseido, qui est un groupe qui est très en avance sur ce sujet-là depuis très longtemps, on voit bien que les congés maternité sont pris par les femmes et elles reviennent. Donc on n'a plus ce problème de turnover énorme qu'on avait il y a encore quelques années. Elles avaient peur de revenir ou elles pensaient que c'était fini? C'est surtout que c'est même pas dans l'entreprise que ça se passait, c'est socialement en fait. Je veux dire, une femme japonaise qui a un enfant, sa place s'arrête de n'est plus travailler, dans sa place n'est plus dans l'entreprise. Donc en mettant en place des systèmes de part-time, en mettant en place de la flexibilité du temps de travail, la capacité à travailler chez soi, Shiseido a mis en place une crèche à l'intérieur de l'entreprise. Le Shiodome Kangaroo, ce sont des mesures qui sont fortes. Les hommes sont incités à aller chercher leurs enfants aussi à la sortie de l'école. Les hommes sont incités à ne plus faire de présentéisme trop tardif. Et tout ça génère dans cette entreprise, dans un contexte japonais particulièrement machiste et patriarcal, un petit changement progressif qui fait que les femmes reviennent de congé mat, les hommes prennent plus de temps pour gérer leur famille et qu'on arrive progressivement à avoir de vrais résultats sur ce terrain de la mixité. Très bien. En préparant cette émission, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui pour vous illustre le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors, je vous ai apporté un livre de Marguerite Yourcenar. En fait, c'est une biographie de Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar est un grand écrivain français, comme vous le savez. D'abord, j'adore cette photo parce qu'on la voit petite fille avec son regard si intelligent, puis en femme très âgée, quelques années avant sa mort, ayant écrit tout ce qu'elle a écrit comme œuvre merveilleuse. Et surtout, c'est la première femme qui est rentrée à l'Académie française, en 80, ce qui est très récent. Oui, c'est... Et quand elle est rentrée à l'Académie française, moi je trouve que cette femme, elle a un parcours incroyable, elle a écrit des œuvres merveilleuses que j'adore, elle a assumé son rôle de femme dans la société, dans un environnement d'écrivain assez patriarcal, on va dire, ou machiste. Et elle a intégré l'Académie française, donc c'est un exemple de femme qui nous dit tout est possible.
tout est possible. Même rentrer à l'Académie française, c'est quand même fou, quoi. Donc, il y en a d'autres depuis, mais elle était la première. Elle a ouvert la porte. Elle a ouvert la voie. Elle a Très ouvert bien. la voie tout en restant femme. Hein. Elle s'était fait faire une robe plutôt qu'un costume vert. Avec, je crois qu'elle a refusé d'avoir une épée aussi. Elle a dû faire elle a fait fabriquer un autre attribut avec du pouvoir symbolique de son pouvoir d'académicienne. Et elle a fait un très joli discours que je vous engage à aller regarder sur Internet. Je vais regarder qui ça. me donne une confiance inouïe. C'est une femme qui est née au tout début du siècle dernier, si ce n'est pas à la fin du 19e. Hein. Donc elle était très précurseur. Et elle nous montre que tout est possible. On a aussi besoin de s'approprier ces parcours, parce que c'est pas si vieux que ça, en effet, que de combat avant ça, finalement. Ouais. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Et qu'est-ce que vous feriez? Je donnerais accès à toutes les filles à l'éducation, à l'école. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que tout passe par l'éducation. L'éducation et la contraception. Maîtriser son corps. Maîtriser son corps et du coup son intellect aussi. Exactement. Donc je dis ça parce que c'est vrai que dans la jeune génération, le féminisme est un mot qui heurte les oreilles de tout le monde, parce que ce serait un truc contre les hommes. Hein. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Ouais, c'est avec, hein, c'est pour, c'est ensemble. C'est ensemble. Et d'ailleurs, il y a des hommes qui commencent à dire qu'ils sont féministes. Et ça, je trouve ça remarquable. Très bien. Si une fille regarde cette émission et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Estelle Blechner », vous lui diriez quoi? Je lui dirais que c'est une bonne idée, que je trouve qu'on a beaucoup de chance de vivre dans un monde occidental où on a maintenant accès à la fois à l'éducation, justement, et puis à des postes à responsabilité. Je lui suggérerais de se sentir encore plus libre que moi. Je ne l'ai été. Encore plus responsable, encore plus libre dans le choix, dans ses décisions. Peut-être encore plus légère, en fait. D'accord. Ça veut dire... ne pas s'embarrasser Exactement. De toutes ces choses qui finalement ne sont pas si utiles que ça. Non, pas de culpabilité, pas de la liberté. C'est ma phrase préférée, ça d'ailleurs. Lance ton cœur en avant et cours derrière. Ça, c'est pas... Ne réfléchissons pas trop. Fais ce que tu as envie de faire. Sois encore plus libre. Tout à fait. J'allais vous demander ça. Si vous aviez une phrase, une devise qui vous inspire, ça serait ça. Lance ton cœur et cours. Lance ton cœur en avant et cours derrière. Très bien. Très bien. Notre entretien touche à sa fin, Estelle. Donc en un mot, en une phrase, le pouvoir c'est... Le pouvoir, c'est la capacité à changer les choses, à agir sur le réel. Très bien. Merci beaucoup, Estelle. Ça a été un grand plaisir de vous avoir. Un grand plaisir partagé. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.